Alors j'ai eu l'un de mes amis au téléphone qui s'appelle Reynald, qui est sûrement l'un des plus grands historiens en France aujourd'hui, notamment sur la Révolution et les Vendéens. Et je lui posais cette question, est-ce que tu penses, Reynald, qu'il va y avoir une révolution aujourd'hui en France? Eh bien, sa réponse a été sans équivoque, non, pour deux ou trois raisons, et je vous donnerai également les miennes après. D'abord, me dit-il, 1789, 1830, 1834, 1848, 1871, toutes les grandes révoltes en France ont été faites pendant des moments de prospérité, toujours en période de croissance. Quand on est en période de décroissance, on a peur pour son emploi, peur pour ses revenus, la peur de perdre encore plus, on est tétanisé quand on est dans une descente aux enfers, comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que personne n'a réussi à constituer la moindre homogénéité dans la nature même des revendications, oubliant là encore les leçons élémentaires d'un révolutionnaire comme Trotsky par exemple. Les revendications des uns ne sont en France jamais celles des autres. Et comme il y a tant à revendiquer en France aujourd'hui, agriculture, dette, pouvoir d'achat, retraite, immigration et tout ça, forcément, on ne se retrouve pas dans des cortèges unis, des gens aux intérêts communs. La presse est utilisée pour brouiller les pistes, dénaturer les revendications, voire même les démultiplier de façon extrêmement perverse. Sauf sur le Covid, où nous étions tous unis avec les Gilets jaunes. Et comme par hasard, c'est là que les plus grosses manifestations ont eu lieu, ou celles contre le mariage pour tous, par exemple, ou encore la révolte des banlieues de 2005, ou encore les jeunes en 68. Là, pour le coup, le target était évident, l'objectif était clair. Dans tous ces cas, il n'y avait qu'un seul objectif. Troisième élément, c'est l'éparpillement et la fragmentation des mobilisations. Regardez, il y a eu celle du 10 septembre, menée par le peuple. Vous étiez si nombreux, partout en France. Mais les médias mainstream ont eu pour ordre de ne pas aller en province. Et à Paris, il y avait beaucoup moins de monde qu'en province. Des manifestations aussitôt torpillées également par les syndicats qui annonçaient, au moment même de l'annonce du 10 septembre, une mobilisation quelques jours plus tard. Qui peut se permettre de prendre un jour de congé le 10, un autre le 15 ou le 16? Il fallait donc choisir. L'effet de masse ne jouait pas ou plus, c'était couru et perdu d'avance. Alors, je ne vais pas vous faire espérer grand-chose, comme le disait Fernand Braudel, de toute façon, dans toute révolte, ce sont toujours les mêmes groupes qui interviennent. Les bourgeois, les bourgeois, les bourgeois. Regardez même lors de la Révolution française. Les dominants d'avant la révolte, sont toujours les dominants d'après la révolte, même s'ils se sont donné un autre visage. Conclusion, c'est Michel Foucault aussi qui apporte un élément, je trouve, intéressant, en disant que pour conserver le pouvoir en place doit s'appuyer notamment sur une multitude de micro-pouvoirs. Et cela, la Macronie l'a bien compris, avec les institutions, la presse, les réseaux maçonniques, l'Europe, les corps intermédiaires, comme support indéfectible. Voilà donc mon analyse, inspirée en partie de celle de Reynald. Si vous la trouvez intéressante, merci de partager et de m'aider dans ce combat par le lien ci-dessous ou en vous abonnant tout simplement à ma chaîne, La Une TV. Merci, au revoir.